Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, je recevrai. Ça y est, j'ai perdu mon papier. Je vais recevoir. Je vais peut-être recevoir. Je vais probablement recevoir. Il va recevoir, parce qu'ils sont reçoit là. Personne, voilà l'émission. Ah si, voilà. Donc Martine Lehideux, bonsoir Martine Lehideux. Bonsoir Serge. Alain Pascal, bonsoir Alain Pascal. Bonsoir. Alors Martine Lehideux est candidate dans le 20e arrondissement, enfin entre autres, elle est vice-présidente du Front National, elle est élue Conseiller d'arrondissement. conseiller d'arrondissement, voilà. Et conseiller régional. Et conseiller régional, Voilà. et candidate dans le 20e. Oui. Alain Pascal n'est pas élu du tout, et même pas du peuple élu, il est écrivain. Je suis pas candidat. Et il est écrivain. Il vient de publier un livre, enfin, il vient pas en réalité. Oui, il vient de publier. Demain, il est là. Demain, voilà. Un livre qui s'appelle... Alors, si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous, parce qu'il vous faut quand même 3 bonnes minutes pour lire le titre. La guerre des gnoses, les ésotérismes contre la tradition chrétienne, l'après-cabale. C'est tout, on n'a pas trouvé un 4e titre. Non. Et c'est le premier, c'est un premier volume, Et c'est c'est une longue un- série. Oui, absolument. Mais il avait déjà publié il y a combien 2, 3 ans, 4 ans Il y a 3 ans. 3 ans. La trahison des initiés, la franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion, qui est un bouquin formidable, qui a eu beaucoup de succès. Vous en avez vendu au moins, je sais pas, une quarantaine facile. Oh, beaucoup, oui. Oui, hein N'exagérons pas, Quelques amis. Non, mais enfin, on a le droit de forcer un peu. Hein. Lui, il existe. Non, mais blague à part, il s'est très très bien lu et donc vendu, disons le mot. Et il explique peut-être le combat politique que mènent les adversaires Voilà. de Madame Lehideux. C'est-à-dire mais la alors- collusion maçonnique contre Et les la famille adversaires nationale. amplifient le combat. On commence En très ce fort moment. là. Les gens Faut viennent dire. se mettre les francs-maçons à dos, ça y est tout. Alors, On je les vais- avait déjà. Attends, je vais leur faire passer. À dos. Je vais leur faire passer la souffrance. Je vais leur dire, n'y voyez pas malice, monsieur Masséna. Comprendront. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh oui, nous avons l'abbé Cellier. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur. Alors tout à l'heure, j'ai eu un choc quand je suis rentré dans le bureau de Radio Cortosie, parce qu'il y avait un authentique capitaine de l'armée française en uniforme, et à côté, il y avait un authentique prêtre de l'église catholique en soutane. Alors je me suis dit, ça y est, enfin c'est l'abbé qui me dit, entre le sabre et le goupillon, vous avez du souci à vous faire. Alors la France existe encore. Voilà, on avait pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que la France existait encore. Ouais. Et dans la deuxième partie, je recevrai Vinnie Vuarmeling qui revient de Serbie et qui va nous raconter des choses pas rigolotes du tout sur la Serbie. Et puis le docteur Dor qui nous parlera, devinez de quoi? Ah, je vous laisse la surprise. Avant, j'ai quand même une petite chose à vous raconter, c'est que j'ai comparu lundi matin devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris sous l'inculpation de incitation à la haine raciale. Vous êtes allé? Ah oui, j'y suis été, en personne. Et parce que... Non, je raconte ça parce que c'est la suite de l'affaire Montchanin. Vous savez ce qu'est l'affaire Montchanin? Rappelez-la. Non. Toujours rappelez. J'ai publié dans le Libre Journal un article qui expliquait... Alors j'ai bien dit, vous avez entendu, j'ai dit j'ai publié, vous allez comprendre pourquoi j'insiste après. Un article qui expliquait que la promotion médiatique des Noirs dans le sport, l'insistance particulière qu'on met à médiatiser les sports dans lesquels les Noirs sont particulièrement brillants, la course à pied, par exemple, le basket, par exemple, et beaucoup moins le cyclisme, qui est, comme chacun sait, contrairement à tous les autres sports, un repère de drogués, beaucoup moins aussi des sports dont on parle jamais. Voilà. Alors, donc, cette médiatisation, expliquait cet article, était destiné à accoutumer les jeunes générations à l'idée que d'une certaine supériorité des Noirs dans le domaine sportif et dans d'autres domaines d'ailleurs, et à favoriser l'opération de métissage qui est réclamée par toutes les intelligences actives aujourd'hui, du général Tartampion de Guerlas, comment il s'appelle l'américain là, qui était au Kosovo, enfin peu importe, à messieurs Rothschild, Rockefeller et compagnie. Alors ça a été considéré comme une incitation à la raciale, et le plus bel argument de l'accusation, c'est quand même que, en prétendant qu'il y a un complot raciste contre les Blancs, je pousse à la haine raciale. Tandis qu'en prétendant qu'il y a un complot raciste contre les nègres, on ne pousse pas du tout à la haine raciale. C'est totalement différent, c'est bien clair. Donc j'ai comparu devant le tribunal et je dois dire que Présidé par qui? Présidé par monsieur Montfort, qui est un homme de bien. Je le dis sans aucune flagornerie, parce que c'est vrai qu'il m'a dit, pourquoi avez-vous appelé votre journal le Libre Journal de la France courtoise?
Il est libre, il est courtois. Il est courtois, alors j'ai quand même expliqué que courtois, ça voulait... Il le savait très bien d'ailleurs. Et je dis, courtois, c'est pas exclusivement par rapport à la politesse. Il m'a dit, oui, je pense que c'est plutôt du côté des combats courtois que... Je dis, oui, c'est plutôt ça. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'il était flanqué de deux assesseurs, assessrices, comme on dit. Deux femmes. Deux dames. Je les ai déjà eues, ces deux-là. Oui. Et je peux vous dire que si au lieu d'un tribunal c'était un peloton d'exécution, je ne serais pas en train de faire l'émission en ce moment, ça c'est clair. Oh là 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 là, oh là là. Oui, et mon avocat, l'excellent Valorant de Saint-Just, qui m'a défendu avec une intelligence festonnée, à un moment a dit, et je termine, il a eu une période qui se terminait comme si c'était la fin de sa plaidoirie, et puis il a, vieux truc, il est reparti en disant, et je termine. Et alors j'ai vu les deux assesseurs. Le masculin. C'est des sœurs. En fait, ce sont deux sœurs. Elles sont assesseurs, probablement. Ne les féminisez pas, elles ne peuvent pas l'être. Levez les yeux au ciel, mais d'une façon, mais vraiment d'un air de dire, ils nous empoisonnent au plus point. Alors, tout ça pour vous dire, qu'est-ce que c'est que l'affaire Montchanin? Je reviens à ça. C'est donc ce papier. Et ce papier a été écrit par un garçon qui a choisi de prendre comme pseudonyme Montchanin. Et j'ai été à l'époque de la publication convoqué par le juge d'instruction. J'étais malade, je ne me suis pas présenté à la convocation, je me suis excusé, mais je ne me suis pas présenté à la convocation. Et j'ai donc été convoqué quelques jours plus tard, alors que j'avais demandé un autre rendez-vous, et au lieu de me donner un autre rendez-vous, le juge Tchalian me défère, si j'ose dire, devant un médecin expert auprès des tribunaux, le docteur Leport, avenue Mozart. Je me présente donc chez le docteur Leport, avenue Mozart, qui m'examine pendant exactement 3 minutes 25 secondes et qui me dit, vous n'êtes pas si malade que ça, tu penses que j'avais rien qu'un cancer, c'est rien du tout, on va pas en faire un fromage non plus. Donc vous pouvez parfaitement vous présenter. Enfin, il me dit rien, d'ailleurs, il me dit au revoir monsieur, je m'en vais. Et quelques jours plus tard, sans autre convocation du tribunal, je vois arriver chez moi, au petit matin, 3 policiers qui me disent, monsieur, veuillez nous suivre, qui m'emmènent dans l'automobile à pétrole de la police jusqu'au commissariat, de la première interrogatoire, ensuite direction le panier à salade avec les poussettes, et puis le palais de justice, les oubliettes du palais de justice, où là on me dit, monsieur, vous allez vous mettre dans une cellule, vous allez attendre, et puis à un moment on vient me chercher dans la cellule, on me dit, monsieur, videz vos poches, j'avais déjà vidé l'essentiel, mais on me dit, retournez vos poches, et mettez-vous tout nu. Ah, je dis, tiens, en même temps non, j'avais le droit de le faire. Alors je me suis mis tout nu, j'ai dit aux jeunes policiers qui étaient là, écoutez, je vous préviens, ça risque quand même de vous filer un sacré traumatisme, mais enfin, puisque vous le voulez. Et je me suis mis tout nu. Là, ils m'ont fait tout ce qu'on fait généralement à des gens tout nus dans des enceintes de justice. Enfin, officiellement, je veux dire, bien sûr, c'est ça que je veux dire. Et puis ensuite, ils m'ont permis de me rhabiller et j'ai comparu devant le juge Tchalian qui m'a dit, monsieur, je vous inculpe en tant que directeur de la publication du Libre Journal. Je lui ai dit, monsieur le juge, je ne suis pas directeur de la publication du Libre Journal. Je ne suis que directeur de la rédaction. C'est pas la même chose, vous pouvez pas m'inculper. Parce que je ne suis pas non plus l'auteur de cet article. Et ils ont commencé une enquête qui a duré 3 ans. Pratiquement 3 ans. Ils sont allés absolument partout. Ils ont cherché dans toute la France pour retrouver Gilbert Montchanin. Ils ont mobilisé des dizaines de flics pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc, ils m'ont inculpé. Ils ont dit, Gilbert Montchanin, c'est vous. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai dit au président du tribunal, monsieur le président, est-ce que vous voulez me faire la grâce de croire que je suis journaliste depuis 35 ans. Je n'ai jamais pris de pseudonyme pour travailler. Jamais. J'ai été condamné 10 fois, vous l'avez dit vous-même, pour des délits comparables à celui pour lequel je comparais aujourd'hui devant vous, mais toujours sous mon nom. Pourquoi d'un seul coup aurais-je pris un pseudonyme? Pour dire des choses horribles. Mais c'est déjà fait, ça fait longtemps que je dis ces choses horribles-là. C'était complètement incohérent, mais cette incohérence n'a pas du tout gêné le procureur, qui était très content d'avoir découvert que j'étais Montchanin, et qui en a asséné des preuves définitives. Il a constaté que chaque fois que j'arrivais dans un journal, Montchanin me suivait, et chaque fois que j'en partais, Montchanin me suivait. C'est assez classique dans la presse, dans la mesure où chaque patron de presse, rédacteur en chef, a une équipe qu'il suit. Mais il aurait pu dire aussi que, par exemple, Alain Pascal, c'est Montchanin, puisqu'Alain Pascal, chaque fois que je suis allé, quand j'étais à Minute, est venu à Minute, quand j'ai fondé le Libre Journal, il est venu au Libre Journal. Je vous suivrai partout, et il me suivra partout. Les yeux fermés. Et c'est la même chose pour tous les collaborateurs du Libre Journal, que ce soit Michel Delière, que ce soit Chériguès, que ce soit... enfin, ils étaient tous à Minute avec moi.
ou non, peut-être que Deleire n'y était pas. Mais tous les gens qui étaient à Minute avec moi sont venus ensuite au Libre Journal, donc tout ça ne prouve rien. Mais les policiers qui savent pas faire la différence entre un directeur de publication et un directeur de rédaction, ils ont trouvé que j'avais travaillé au journal Militant en même temps que Montchanin. Ce qui est vraiment un exploit formidable, parce que j'ai jamais collaboré au journal Militant, et pour autant que je sache, Montchanin non plus. En revanche, Montchanin a travaillé pour Rivarol, et pas moi, jamais. Enfin, la première fois que j'ai fait un papier pour Rivarol, c'est il y a 3 mois pendant les vacances sur les Goncourt. Vous voyez, en plus, politiquement, c'est quand même assez soft, on peut dire. Voilà. Et donc le procureur a demandé pour ça de la prison, ça vaut bien ça quand même, et une amende. Et pour ma femme, que j'embrasse, tiens, au passage, pendant qu'elle nous écoute avec mon petit-fils, pour ma femme, il a dit, étant donné que ce n'est qu'une femme de paille, nous ne demanderons qu'une amende. Je voudrais bien qu'il la connaisse, il verrait la femme de paille que c'est. Voilà, donc ça c'était... Les contribuables sont contents que la police s'occupe des dossiers importants. D'après Vallerand... Il n'y a rien à faire, je pense. D'après Vallerand, cette affaire a dû coûter au moins 500 000 francs. À votre avis, la police n'a pas beaucoup d'autres choses à faire en ce moment? Si. Je pense dans votre circonscription... Elle ne reçoit pas les ordres pour le faire. Ou elle reçoit les ordres de ne rien faire? Ou de ne pas le faire, ce qui est pire encore. Ah, vous savez qu'il y a un truc, il y en a un qui est encore plus bête que moi, dans l'actualité, parce que moi j'écris des choses insanes et je les signe de mon nom, et c'est tellement habituel que, même quand c'est pas moi qui les écris, c'est moi qu'on inculpe. Mais il y a un type qui est encore plus bête que ça, c'est cet élu vert, qui s'appelle, attendez, je crois que je vais trouver son nom, parce qu'il faut le donner, parce que quand on tient un crétin pareil, il faut pas le rater, Jean-Max Séry noir, bien entendu, vous allez voir pourquoi, 35 ans, conseiller municipal vert d'Acher, il a été mis en examen pour vols à main armée et tentative d'homicide, et écroué à la prison de Bois d'Arcy. Les policiers de la brigade criminelle de Versailles le soupçonnent d'être l'auteur d'une vingtaine de braquages commis en région parisienne, particulièrement à Montesson et Maurepas, et tout simplement il braquait les supermarchés, le conseiller municipal en question. Alors, je vais lui donner un tuyau. Je sais qu'en prison on écoute beaucoup Radio Courtoisie. Et je suppose ou qu'il écoute ou qu'on lui transmettra le message. Mon cher camarade, c'est comme ça qu'on parle au vert, mon cher camarade, je voudrais te dire que pour faire du fric en politique, c'est pas du tout nécessaire de braquer les supermarchés. Il suffit d'aller voir le directeur, lui demander un pot de vin, de faire à peu près comme tous les élus. Attendez, il appelle DSK. Oui, mais DSK ne verse pas les pots de vin. Non, mais il peut lui expliquer comment on fait. Évidemment, comme avocat, il doit être informé. Méthode, il doit connaître toutes les techniques. Secrétaire de DSK. Donc, lui, il n'a pas compris. On lui a dit, tu viens en politique, tu vas faire du fric. Et il a cru que pas l'indemnité, comment on appelle ça? L'immunité. L'immunité politique. Municipale permettait d'attaquer les supermarchés uniquement dans sa municipalité. Hein. Et alors en plus, il est allé chez les voisins, il est allé à Montesson et Maurepas, alors qu'il est d'Acher. Est-ce que je peux plaider pour lui? Ils sont quand même pas rémunérés, les conseillers municipaux. Alors peut-être ce vert a-t-il pensé qu'il y avait d'autres moyens qu'une indemnité municipale pour gagner sa vie? Il a braqué avec un fusil de chasse, je suppose. Ah oui, pour un vert, ça s'impose absolument. Oui. Voilà, donc félicitations, monsieur Séry. Mais la prochaine fois que vous serez élu, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais tout ça est en raison de la mauvaise qualité du matériel, puisqu'il a perdu le bas qui lui couvrait la tête. Il s'est déchiré, comme dans la pub. Voilà, c'est de la mauvaise qualité. Et donc en fait, je pense qu'il va faire un procès à l'entreprise de bas qui fournit des bas de mauvaise qualité. Ah, mais voilà une idée. Voilà. Il était rouge en dessous d'ailleurs. Rouge de honte ou de... Un bas rouge, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais il était rouge, on sait que... Sous le bas vert. Alors, qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, donc lisez le Libre Journal. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est quand même assez important de lire le Libre Journal, qui est un très très bon journal. D'autant que cette semaine, je publie 2 articles. J'ai pas pu l'apporter parce que... Pas de Montchanin quand même. Non, pas de Montchanin exceptionnellement. Je publie un article de Bonal dont on a parlé la semaine dernière et qui s'appelle Actualité du satanisme. Alors qui est pas du tout le sujet, c'est pas du tout l'inflation des messes noires ou les choses, c'est pas du tout ça. C'est un travail d'un sérieux extrême sur le réseau satanique, enfin l'espèce de filet, comme dit l'Écriture, le filet de l'oiseleur que le diable jette sur la terre. C'est vraiment un papier formidable. Et il va avoir une suite.
une série de 5 ou 6 articles qui vont se succéder, et c'est vraiment remarquable. Et puis je me suis amusé à faire un recensement de 30 prophéties pour l'an 2000. Et je crois que, enfin, où tout le monde se trompe, ou alors ça va être jazzy, comme on dit. Je pense qu'on va passer une année particulièrement rigolote. Voilà, 30 prophéties. En gros, si on arrive au 1er janvier 2001, on pourra s'estimer quand même très très heureux. Hein. Voilà, ça c'est le libre journal de la France courtoise, qui n'est pas forcément bien élevé, et 4 place France Litz, 75 010 Paris. Il y a naturellement un article d'Alain Pascal, puisque moi j'ai trouvé le truc, je n'invite à la radio que les gens qui publient chez moi, sauf bien entendu Martine Leydeux et l'abbé Cellier, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà. Alors, Rome nous fait savoir, enfin pas Rome, mais l'abbé François-Marie Guyot, vous le connaissez, non? Comment? François-Marie Guyot. Non, je le connais pas. Bon. Enfin, ça, vous auriez pu lui dire que le 3e millénaire ne commence pas le 1er janvier 2000. Il n'a pas l'air d'être au courant. Et Rome 2000, oui, débuter le 3e millénaire. D'abord, débuter est un verbe intransitif. Dans la ville éternelle, du 9 avril 2000, pèlerinage à Rome, avec le diocèse de Paris, groupe organisé au départ de Saint-Germain-l'Auxerrois, avec le père François-Marie Guyot, 3800 balles. C'est bien, sans doute, mais le 3e millénaire, c'est après. Hein? Lâchez-nous, si je Vous savez que c'est un des rares trucs pour mettre les gens en colère, à coup sûr. Ah non, mais moi, ça me met pas en colère. Vous entamez la polémique sur le 1er janvier. Ouais. Quand commence le 3e millénaire? J'ai reçu des lettres d'injures. Je suis d'accord avec vous. Jésus-Christ est mort à 33 ans, à l'an 34. Ça, je trouve ça sublime. C'est bien ça, monsieur l'abbé? Bah oui, c'est ça. Sûr, évidemment. Bah, c'est complètement impossible. Il n'est pas né à 1 an. Bah, justement. Bon, alors, voilà. Il est né à un jour. Allez. Fidèles auditeurs et adhérents de Radio Courtoisie, je ne peux résister au plaisir de vous communiquer les lignes suivantes, nous dit un auditeur, relevées dans le Figaro de ce jour, au cas où elles vous auraient échappé. Alors ce jour, c'était le 22, c'était avant-hier. Sous le titre « Un succès remarquable ». Alors écoutez bien, parce que vraiment, c'est vrai que ça vaut le voyage. Jean-Pierre Chevènement, dans un entretien diffusé sur TF1 hier à 19h, a estimé que les polémiques qui ont suivi les commissions d'enquête parlementaires sur les forces de sécurité en Corse, ouvrez les guillemets, visent à occulter un succès remarquable. Fermez les guillemets. Selon lui, Yvan Colonna, le tueur présumé du préfet Erignac, s'est échappé, ouvrez les guillemets, parce qu'il a senti que le filet se resserrait autour de lui. Fermez les guillemets. Et alors notre auditeur dit, commentaire personnel. Je me demande ce qu'il faut le plus admirer chez notre ministre de l'Intérieur, avoir pu se tenir un pareil raisonnement ou avoir osé en faire part aux téléspectateurs. Ou avoir osé insulter une famille comme la famille Erignac alors qu'on sait qu'on a fait échapper un assassin de préfet qui court alors qu'on lui avait donné le moyen de s'échapper, qu'on lui avait dit ce qu'il fallait faire quand il fallait partir. C'est une histoire inimaginable parce que quand on connaît les dessous de cette histoire, je les ai publiés d'ailleurs dans le Libre Journal dès l'affaire dès l'évasion de Colonna. Il faut savoir d'où il vient, qui est sa famille, qui est son frère, qui est sa sœur, qui est son père, quel était le rôle que jouait son père quand il était député, quand il était attaché au ministère de l'Intérieur, oui. et quel était le rôle qu'il jouait dans les relations avec les milieux corses. Les milieux corses, hein, oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, le père a osé dire publiquement à la télévision, mon fils ne reviendra, ce qui prouve bien que tout le monde sait où il est, oui. Ne reviendra que pour autant qu'il serait certain d'immunité et qu'il n'y aura pas de poursuite contre lui. Écoutez, enfin, donc voilà, tout le monde sait ça. Si on ne peut plus tuer les ministres, alors où va-t-on? Les ministres, les préfets. D'où l'utilité de lire le Libre Journal, parce que on parle aujourd'hui de l'affaire Colonna, on n'a pas encore dans la grande presse découvert que Colonna, le père, avait un rôle aussi important sous divers ministres de l'Intérieur, de toutes, j'allais dire toutes obédiences. Vous voyez, je suis poursuivi. Oui. C'est la réalité en plus. Vous n'êtes pas entièrement tort. Il était un moniteur de gymnastique, le père. J'ai rien contre. Si, j'ai beaucoup de choses contre les moniteurs de gymnastique, je veux dire. Quand même, mais si c'était que ça, mais je leur dois les plus mauvais moments de ma jeunesse. Bien d'autres choses odieuses. Ça ne suffit pas à expliquer la carrière de ce garçon qui se retrouvait député et conseiller ministériel. Si vous aviez été peut-être moniteur de gymnastique, vous ne seriez peut-être pas là. Ça, c'est possible. Alors, j'ai reçu aussi une information de la Gazette du Palais selon laquelle le roi d'Araucanie-Patagonie a porté plainte parce que des gens ont mis en cause le bien fondé
de ses titres. Et alors là, je suis tout à fait scandalisé. Je ne savais pas qu'il était encore vivant, le roi d'Araucanie-Patagonie. Il faudrait peut-être prévenir Raspail. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'intéressant. Non, il y a encore une chose dans l'actualité que je voudrais... je vous parle pas de tout le reste parce que je crois que tout le monde en a parlé. Et puis, je finirai par être désagréable. Par exemple, quand... je vais quand même en dire un mot. Oui, vous allez entendre Madame Martine Lehideux. Vous allez l'entendre, c'est pour ça que je l'ai invitée, c'est pour vous donner la parole. Nous voudrions entendre Martine Lehideux. Oui, mais on va l'entendre, c'est sûr. Bien sûr, qu'il soit patient. Vous êtes douce, c'est une dame qui vous a dit ça. Oui, mais je sens qu'elle l'a dit comme ça. Et j'ajoute que vous l'avez déjà entendu dans l'émission du commandant Guillaume. Et dans d'autres émissions de Serge Beketch aussi. Il faut le rappeler quand même. Alors, je voulais simplement... si vous avez l'intention de voter aux prochaines municipales ou aux législatives pour quelqu'un de Paris, pour un RPR à Paris, et il faut savoir que la Direction générale de l'information de la communication de l'hôtel de ville vient de passer, a passé plus exactement, un marché avec l'agence centrale de publicité, Mediastand, Nord Sécurité Service et agence centrale de publicité 2 fois, parce qu'il y avait 4 lots, pour participation de la mairie de Paris, ainsi que l'annonce de sa présence à la fête de l'humanité. Voilà. Alors ce Tibéri, là, qui est chialé à longueur d'antenne sur les misères qu'on lui fait subir, que la gauche lui fait subir et tout, il file du fric pour aller à la fête de l'UMA. Pasqua, il a donné 1 million pour la fête de l'UMA. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à la fête de l'UMA. Et Tibéri, 700 000 balles. C'est-à-dire que ces ordures de communistes, ces voleurs communistes, ces pillards communistes, ces assassins communistes, ces escrocs communistes, ces crapules communistes, non, je t'ai plus la couette, inculpés, condamnés, on leur file du fric. Et Tibéri et compagnie, ils voudraient qu'on vote pour eux. Mais vous plaisantez. Monsieur Tibéri. Si encore Madame Tibéri avait filé les 20 briques de sa poche qu'elle a touché pour son rapport de 20 pages avec 10 fautes d'orthographe par page à l'humanité, je trouverais ça, après tout, que l'argent volé aille aux voleurs, c'est plutôt moral. Mais que notre fric à nous, contribuables parisiens, serve à financer ces ordures, mais c'est du détournement de fonds. Moi, je suis pas d'accord. J'arrête de payer mes impôts. La mairie de Paris, ça fait des années qu'ils détournent vos fonds et votre argent. Et quand vous parlez de crapules, etc., ils sont entre crapules, si on peut dire. Le fait qu'ils soient à la mairie de Paris ou à la fête de l'UMA, moi, ne me scandalise pas dans la mesure où j'estime que ceux qui dirigent la mairie de Paris ne valent pas souvent mieux que ceux qui sont du Parti communiste. C'est entre coquins et copains qu'on se retrouve finalement. C'est vrai, même si certains pensent que les gens du RPR sont encore des gens bien, qui reste à prouver. On peut parler de collaboration. Ce sont des collabos et je dirais des complices de crimes contre l'humanité. Oui, absolument. Et j'ajouterais que ça n'est pas d'aujourd'hui que la complicité entre les Gaulardiens et les communistes est avérée. C'est pour ça que je n'ai pas l'habitude de parler des émissions, des autres émissions, parce que après tout chacun fait ce qu'il veut dans son émission. Mais je dois dire que j'ai été personnellement, et je sais que beaucoup d'auditeurs sont dans mon cas, extrêmement choqués d'entendre ce week-end une émission d'hagiographie hystérique, littéralement, de De Gaulle, où on nous a expliqué que De Gaulle était un saint, que De Gaulle était un type formidable, après avoir dit d'ailleurs, de façon très honnête, c'est pas la peine de téléphoner pour dire le contraire, de toute façon on ne tiendra pas compte de vos messages. Alors, comme ça on est tranquille. Mais on a entendu des trucs. Or, je rappelle quand même que cette émission a été diffusée 1 semaine après la date anniversaire de l'assassinat de Bastien Thierry par cette ordure de De Gaulle. Alors là encore, il y a peut-être un petit peu de limite à mettre à l'indécence. On pourrait attendre, laisser passer quelques mois entre la date de la mort de la victime et la célébration de l'assassin. Voilà. Donc, pour en revenir à ça, c'est De Gaulle qui a inauguré la collaboration avec les voyous et les assassins communistes. Et de même qu'à l'époque, entre assassins, on se comprenait. Aujourd'hui, entre voleurs, on se comprend aussi. Et donc, tout ça, il y a une parfaite logique, une parfaite cohérence dans ce système. Voilà, j'ai vidé mon petit sac et maintenant je vais donner la parole aux auditeurs. Je me permets de vous rappeler que vous êtes sur Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch. Et maintenant, les auditeurs ont la parole, n'est-ce pas, Serge ? Ils veulent vous parler de votre procès. Alors, parle de moi, ça va alors. Avec Jeanne d'Arc, on a eu cochon. Avec de Beketch, on a eu le porc. C'est des coups à vous dégoûter de la charcuterie. Non mais attendez, le docteur Le Porc, il n'est pas responsable, il est simplement docteur. Ce qui est rigolo, c'est que
je voulais raconter ça aussi. Après mon arrestation, j'en ai parlé à la radio. Et j'ai dit, j'ai fait un lapsus en parlant de cette affaire, j'ai parlé de l'article, j'ai dit, j'ai écrit un article, et le docteur Leport, il a enregistré, il a envoyé à la police, il a dit, voyez, j'ai l'enregistrement, il a avoué que c'est lui qui avait fait l'article. Il n'est pas expert en écoute de radio, il est médecin. Il m'a dénoncé, bon. Alors le procureur d'ailleurs a dit, mais vous l'avez dit à la radio, il a lu le texte que le docteur Leport lui avait adressé. Vous voyez, c'est bien. C'est bien. Quoi d'autre? Madame de Béketch, femme de paille, dixit le tribunal. N'y aurait-il pas là une insulte à la condition féminine d'aujourd'hui? Dites-en de même de Madame Guigou et vous allez voir. Madame Guigou, toutes les femmes qui secondent leur mari dans leur commerce, c'est aussi des femmes de paille. Alors vous savez que la grande question, c'est qu'on dit Madame la ministre, Madame la préfet, Madame la bâtonnière, Madame... mais maintenant la presse, tout le monde dit ça, mais les journaux ont remarqué que quand Madame Guigou est allée inaugurer je ne sais quel raout judiciaire, elle a dit Madame la bâtonnière, mais on lui a répondu Madame le garde des Sceaux. Elle voulait être appelée la gardienne des Sceaux. Eh ben moi je trouve qu'on devrait l'appeler Madame la garde des selles plutôt, ça serait mieux, voyez. Oui, cette espèce de polémique qui a lieu tous les jours sur les radios pour savoir comment on va nous appeler devient franchement scandaleuse et inintéressante. C'est rigolo. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de savoir ce que l'on fait, qui on est et comment on va pouvoir faire des choses intéressantes et importantes. Comment on va nous appeler. Alors, madame. Les policiers qui ont retrouvé Mouchanin sont-ils les mêmes que ceux qui ont prévenu Yvan Colonna? Je sais pas, en tout cas, c'est l'occasion jamais de tirer un coup de chapeau au RG, parce que le chef, comment il s'appelle, le chef de la police, Marion, dit que c'est les RG qui ont prévenu Colonna, et moi c'est les RG alors parce que le juge a quand même commencé d'une façon extraordinaire, il a dit, vous savez, monsieur de Béketch, le président du tribunal a dit, les policiers ont eu beaucoup de peine à vous trouver au début. Je dis oui, effectivement, c'était très difficile étant donné que l'adresse du journal est dans le journal. C'était probablement très très difficile de lire le journal et de trouver l'adresse 4 Place France-Lys Paris, 75 010 Paris, que tous les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent. Et d'ailleurs, ils commencent à voir probablement un peu assez que je le répète. Et alors, le président a eu un aveu extraordinaire. Là. Enfin, lui, il a dit ce qu'il voyait. Il dit, mais nous n'avons pas votre journal. Le ministère de l'Intérieur, qui vous a dénoncé, car c'est comme ça que ça s'appelle, nous a communiqué une photocopie. Donc, je vais être condamné, ça c'est clair, vous pensez bien qu'ils ne vont pas laisser échapper un gros poisson comme moi, sur la foi d'une photocopie. Amusez-vous en justice, faites l'expérience, à produire un document en disant voilà, j'ai apporté une photocopie. Vous allez voir ce que va vous dire le président. Eh ben non, moi, on va me condamner, ils n'ont pas l'original du journal. Ils ne l'ont pas. Voilà. Les flics des RG n'ont même pas été capables de leur fournir l'original du journal, ils n'ont même pas été foutus de leur donner mon adresse exacte. Et je suis poursuivi et je vais être condamné. C'est prodigieux quand même. C'est pas mal. C'est l'état des droits. L'état des droits, messieurs. Pourquoi ne faites-vous pas appel du jugement? Mais il n'y a pas de jugement pour l'instant. Ah bon, pas. J'ai comparu, mais je ne suis pas. Et alors? Je serai condamné le 13 décembre. C'est très bien. Lendemain de mon anniversaire. Comme ça, voilà. Je vais voir 36 chandelles, ça me rajeunira. J'ai la double nationalité, nous dit cette auditrice. Je suis franco-suisse, mais je n'ai jamais cru en la justice de mes pays. Vous savez que je dis toujours, et je le répète pour l'occasion, que le meilleur moyen le point certain par lequel on reconnaît un imbécile, c'est celui qui vous dit j'ai confiance dans la justice de mon pays. Il y en a de moins en moins qui le disent. Ben oui, justement. Heureusement. Un policier propose à Serge de Béketch une invitation pour le salon Millipol, qui se déroule au Bourget. Très souligné, intéressant, beaucoup de pays nouveaux. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Me téléphoner, voilà. C'est ce que je vais faire. Une citation de José Antonio. Primo de Rivera. Le monde d'extrême gauche est incapable de renverser le capitalisme, comme le monde d'extrême droite est incapable de renverser la démocratie, parce que les deux mondes moyens de gauche et de droite se tiennent. Quant à votre procès, vous pouvez être fier d'avoir été condamné, mais non, pas encore, par ces pourris de démocrates.
Les conseillers municipaux, renseignement par nos auditeurs qui savent tout, les conseillers municipaux des villes de plus de 100 000 habitants sont rémunérés 1 700 francs par mois. Oui, mais ça n'est pas le cas de la ville de l'individu qu'on a cité tout à l'heure. C'est peut-être avec ça qu'il avait acheté son fusil de chasse. Donc il ne l'est pas. Et enfin, l'expression jubilé de l'an 2000, que j'ai entendue déjà une fois sur Radio Courtoisie, est correcte. Parce que, dans mon esprit, jubilé correspond à un cinquantenaire d'un quelconque événement. Donc le jubilé de l'an 2000, ça sera en 2050. Voilà. Eh oui. Bon. C'est ça. Martine Leide, voilà, maintenant on va être un peu sérieux. Il y a exactement 30 minutes que je divague, donc je m'arrête maintenant, j'ai vidé ma poche à bonin. Et alors, vous vous présentez dans le 20e à des élections législatives partielles. Qui auront lieu dimanche prochain. Dimanche, 28. Alors, quelle est votre intention en vous présentant? Parce que est-ce que c'est de porter un témoignage, de pousser un coup de gueule, de dénoncer des dysfonctionnements ou des problèmes locaux? On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. D'abord, juste une petite parenthèse, je comparais bientôt, j'ai déjà comparu devant la 17e chambre moi aussi pour incitation à la haine raciale aussi. Ils ont parlé de vous. Et j'ai un témoin tout à fait extraordinaire puisque je vais apporter en témoignage un rapport qui a été publié par Philippe Massoni, préfet de police, et qui a été d'ailleurs lu aux conseillers régionaux d'Île-de-France au cours d'une séance donc officielle, tout à fait, et dans lesquelles il dit encore plus chose que moi et sur le même sujet, puisqu'il s'agissait de relier l'insécurité et l'immigration. Donc j'aurai comme témoin, involontairement, mais j'aurai comme témoin Philippe Massoni. Donc on va peut-être se retrouver condamnés par la même chambre, ce qui sera une satisfaction, peut-être un honneur pour tous les deux. Oui. Enfin, on verra ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas essentiel. Vous savez, à propos de Massoni, justement, et du sujet que vous évoquiez, que le 5 novembre, au Grand Orient de France, il y a eu une conférence qui a été donnée, une tenue solennelle qui a été donnée sur le thème intégrer l'islam dans la République, un chantier pour les francs-maçons. Et puis, le mardi 9 novembre, au même endroit, ils ont eu quelque chose, moi je trouve le rapprochement quand même bizarre, c'est la violence, un mal de nos sociétés. Oui, ça, il peut en parler. C'est curieux quand même. En fait, pour l'élection, je dirais que... Massoni, pour ceux qui les connaissent, il y a des postes réservés, on ne peut pas être préfet de police. Avec un nom comme ça, s'il ne l'était pas, ça serait vraiment une occasion ratée. Ça me paraît évident. Bon, si vous voulez, pour l'élection, il y a eu un événement, c'est-à-dire on a cherché à faire démissionner une femme députée socialiste, Madame Carion-Bastoc, qui n'avait d'ailleurs pas montré de grandes capacités en tant que députée, qui paraît-il avait été souvent absente de l'Assemblée nationale, mais ça, elle ne serait pas la seule. Et il y a donc cette élection qui a lieu le 28. Elle a été décidée extrêmement rapidement. Pour nous, le Front National a pour habitude de présenter des candidats dans toutes les élections, et notamment dans toutes les élections partielles. Elles sont extrêmement difficiles parce que la plupart du temps, il y a entre 65 et 70% d'abstention. Elles sont d'autant plus difficiles en ce moment que c'est ce que je ressens d'ailleurs en étant présente partout dans les rues, sur les marchés, en allant en contact permanent et journalier des électeurs. Il y a une désaffection des électeurs, il y a une désespérance, il y a une inquiétude. Bien souvent, les électeurs disent aujourd'hui, bien que les événements s'aggravent, les problèmes s'aggravent, disent aujourd'hui qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire, que la situation est extrêmement difficile et ils ne voient pas la possibilité d'un redressement, qu'ils viennent d'ailleurs d'un candidat de droite ou de gauche. Il y a dans cette élection 23 candidats. Il y a quelques candidats, c'est vrai, qui représentent des grands mouvements politiques et qui représentent des millions de citoyens, mais il y a aussi des gens qui se présentent et qui ne représentent strictement rien. C'est-à-dire qui défendent en fait un élément ou un point de programme, mais qui vont en effet troubler le scrutin électoral. Moi, si je vais à cette élection, c'est d'abord parce que je suis conseiller du 20e arrondissement, c'est parce que j'ai été candidate en 97. Et là, j'avais obtenu 13,35% des voix. C'est aussi parce qu'il n'est pas question, dans le combat politique que je mène depuis très longtemps maintenant, de laisser tomber la France et les Français. Il y a maintenant des problèmes de plus en plus inquiétants, des problèmes de plus en plus graves. La situation du 20e arrondissement, c'est aussi la situation de la France, ça fait qu'empirer.
Quand on rencontre les habitants du 20e, ils vous disent leur angoisse et leur inquiétude, ce sont des agressions permanentes, c'est près de 20% d'augmentation des crimes et délits en quelques 6 mois. Ce sont des gens, personnes âgées ou familles de conditions modestes, bien souvent dans le 20e, qui n'osent plus sortir le soir, qui se barricadent chez eux à partir de 18h, c'est-à-dire quand la nuit tombe. Ce sont des bandes ethniques, parce que moi j'appelle pas ça des jeunes. Ce sont des bandes de voyous, de maghrébins, africains, qui bien souvent sont en situation irrégulière, qui sont dans les cités, qui agressent, qui violent, qui volent, qui brûlent et qui détruisent. Et c'est cette impossibilité pour des Français de vivre tranquillement dans un quartier qui pourtant bien souvent est leur quartier, celui dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont vécu, où ils ont éduqué leurs enfants. C'est la préférence étrangère qui s'installe de façon permanente, soit par l'attribution des subventions à des associations qui n'ont pour objectif que d'intégrer ou d'alphabétiser, c'est l'occupation d'un certain nombre de locaux par des étrangers en situation irrégulière, c'est une aggravation de la situation terrible. Et pour en terminer, qui en est responsable? Bariani, qui se représente à l'élection, a été maire 12 ans. Et quand M. Bariani vient pleurer auprès de moi en me disant « Madame Lelideux, vous allez m'empêcher d'être élu et en fait, c'est la présence du Front National qui peut m'en empêcher », dit M. Bariani, la situation de l'arrondissement aujourd'hui, elle est due à vous. Parce que c'est vous le principal responsable. Bariani, la seule chose qui te préoccupe en ce moment, c'est que son équipe de foot est passée en division d'honneur ou je ne sais quoi. Enfin, ça l'obsède. On aime bien le football, mais il ne faut pas exagérer quand même. Moi non, et puis Charzat, ceux qui aiment bien, Charzat qui a repris l'arrondissement, n'a fait qu'aggraver ce qu'avait fait Bariani. C'est-à-dire, disons qu'il est il accélère un peu plus la situation, le désastre. Mais finalement, ces gens-là sont tous les deux co-responsables de la situation du 20e arrondissement. Et quand Le Pen s'était présenté en 83, qu'il avait été élu conseiller du 20e arrondissement, sur son affiche, il y avait insécurité, corruption, chômage, immigration, dénatalité, ras-le-bol. C'est très exactement le programme d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que rien n'a été résolu. Donc c'est pour ça que j'y vais. Mais rien n'a été résolu parce que c'est la famille tuyau de poil, la mairie de Paris et les élus parisiens. C'est-à-dire que quand ils sont tous francs-maçons ou peu s'en faut. Oui. Bariani est franc-mac. Donc c'est cette espèce d'association de gens qui passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné, c'est mon tour d'être au pouvoir, la prochaine fois ça sera ça, je vais embaucher ta femme comme secrétaire, tu prendras ma maîtresse comme assistante. Bon, ça fait 25 ans, 30, qu'est-ce que ça fait 50 ans que ça dure. Ce sont les Français qui souffrent. Mais oui, mais alors attendez, la bonne question quand même c'est les Français ils souffrent mais ils votent. C'est bien eux qui les ont élus, les Bariani et compagnie. Je sais bien tout ça. Je crois que les gens ont élu Bariani et je constate tous les jours. Parce que quand on est élu dans une assemblée, moi je suis élu au conseil d'arrondissement du 20e, je suis la seule. Je suis la seule de droite nationale. Donc j'assiste de façon assez surréaliste à des échanges entre Bariani et Charzat. Mais vous n'avez pas fait ceci, mais vous auriez mieux fait de faire cela. Moi je n'arrête pas de leur dire. Parce que tout de même, bien sûr, je sais mon pouvoir extrêmement restreint et réduit. De leur rappeler qui sont les responsables et où sont les responsabilités. Chacun essayant de faire croire que l'un est pire que l'autre. Mais en fait, c'est ça. Et il y a finalement, en effet, une association de fait de ces gens-là qui acceptent l'état de l'arrondissement tel qu'il est. Martine, vous avez été députée à l'Assemblée nationale? Non, au Parlement européen. Vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale? Non. Tiens, c'est curieux, je croyais me souvenir que vous aviez été élu. Non, j'avais été élu 10 ans au Parlement européen. Vous avez été au Parlement européen, vous avez été dans toutes les assemblées régionales, municipales. C'est vrai. Vous voyez mieux que quiconque comment ça se passe. C'est-à-dire que ces gens qui font semblant de se bagarrer en public, ils sont d'accord. Charzat et Bariani vont boire un coup et comment vas-tu, et ta femme, et ta voiture. Et tout. Donc c'est un numéro de clown qu'ils nous font. Et ils se partagent, ils se sont une fois pour toutes partagé le fromage. Et puis il faut surtout pas qu'il y ait des gens qui viennent essayer. Si je passe en ce moment 20 heures par jour dans le 20e, je viens de le dire. C'est-à-dire toute la journée, y compris le soir, y compris tardivement. Si j'ai mobilisé mes militants, si je leur ai dit, il faut y être aujourd'hui, maintenant, parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment, parce qu'on ne va peut-être pas gagner cette fois-ci, mais parce qu'il faut porter témoignage, parce qu'il faut être là, et parce qu'il faut dire aux Français que l'espérance demeure, que c'est encore possible. Moi, je ne peux pas supporter, c'est peut-être ma façon d'être en politique, et aussi mon sentiment de femme, que les gens baissent
les bras en disant plus rien n'est possible. Tout est encore possible quand il y a une volonté politique et tant qu'il demeure des hommes et des femmes qui leur disent venez avec nous parce qu'on peut encore changer les choses. Oui, on peut encore les changer. Moi, ce qui m'angoisse, c'est quand j'entends des gens qui me disent enfin madame, bon bien sûr vous êtes là mais nous ne pouvons plus rien. Bien sûr que oui, qu'on peut encore. Tant qu'on a encore un bulletin de vote et il faut qu'ils l'utilisent. Je fais tout jusqu'à samedi minuit pour leur dire le bulletin de vote existe, il faut exiger, demander et indiquer ce qu'il en est. Quand je circule dans les rues et je suis confrontée par exemple à M. Arajol. M. Arajol est le candidat de M. Pasqua. Alors quand vous savez quand même qui est Pasqua, que M. Pasqua, qui est associé aujourd'hui dans le mouvement dit pour les valeurs avec Philippe de Villiers, et qu'il présente dans le 20e arrondissement un candidat qui s'appelle Arajol, qui est un syndicaliste policier d'extrême gauche, qui a initié les réseaux Voltaire, qui est celui qui a demandé la dissolution du Front National et qui a diligenté l'enquête contre notre service d'ordre DPS, contre lequel d'ailleurs, je le rappellerai, on n'a rien trouvé. M. Arajol fait campagne dans le 20e sur la sécurité, mais qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas Pasqua qui à un moment voulait lutter contre l'immigration et qui finalement a demandé la régularisation de tous les immigrés? Est-ce que ce n'est pas celui-là qui voulait rétablir l'ordre en Corse et qui n'a finalement rien fait? Ces gens-là sont des menteurs. Et c'est que nous sommes confrontés en ce moment à deux événements majeurs. Premièrement, à l'exception d'aujourd'hui et de quelques amis qui me soutiennent bien sûr dans ma campagne, dans la campagne du Front National, nous sommes confrontés à un problème majeur qui est la négation totale des médias. Nous n'avons aucun soutien médiatique. Et il y a des pages entières dans le Figaro, Libération, le Parisien, sur tous les candidats, à l'exception de ma candidature. Et puis aussi, nous avons eu des attaques permanentes et je peux vous dire qu'il a fallu beaucoup de courage parce que ce sont des centaines de gens de Ralphron, Nopassaran et Scalp qui sont venus lancer des projectiles, des œufs congelés, des pierres, insulter, menacer de mort, etc. Tous nos participants, y compris moi-même, tout cela est extrêmement difficile et c'est bien monsieur Arajol hier qui, m'a-t-il semblé, était parti à un moment qui m'a paru assez particulier puisqu'il était tout auprès de moi. Il est parti de l'endroit où je distribuais les tracts et 5 minutes après, il y avait un groupe d'une vingtaine de Maghrébins et de Noirs qui sont venus nous attaquer. Voilà. Oui. Quand on connaît les liens de tous ces gangs de voyous gauchistes, Ralphron, Pano Passaran, avec le réseau Voltaire, avec la franc-maçonnerie par l'intermédiaire de Charlie Hebdo, dont le rédacteur en chef est Franck, tout ça on voit très bien. C'est une espèce de gang tout à fait apparemment difficile à identifier, mais enfin on les voit très bien fonctionner. Ils sont quelquefois salués sur les marchés par des élus socialistes et communistes. Ils font le baiser de la Bacci des morts. Enfin, il n'était pas question, c'est la raison de notre présence, d'abandonner les Parisiens dans cette vous parliez d'Arajol, mais le mouvement pour la France a 2 candidats dans le 20e, d'après ce que Non, il y en a eu un qui était un candidat qui avait pris ce titre-là et qui a fait valoir qu'il avait déposé le titre d'une association, mais en fait Pasqua a fait au début campagne avec Arajol et il est évident que M. Arajol a regardé mon score, 13,35% dernière législative. Bon, il sait bien que l'insécurité, c'est mon mouvement qui la défend et qui a toujours indiqué que c'était une priorité, la sécurité première des libertés qui devrait être respectée majoritairement et en tant que telle. Et M. Arajol fait campagne sur ce thème en espérant me retirer des voix. Pasqua l'a bien dit, si nous n'arrivons pas à abattre le Front National par l'extérieur, nous l'abattrons de l'intérieur et puis nous ferons campagne contre le Front National parce que c'est là qu'est l'ennemi. S'il y a une telle guerre menée contre nous, c'est bien parce que nous sommes les seuls à défendre la nation contre le pouvoir mondial qui est en train de se mettre en place. Et j'affirme aujourd'hui que bien que ce soit une campagne d'un seul arrondissement de Paris et une campagne législative partielle, tant que nous nous battrons, nous, pour défendre la souveraineté nationale dangereusement menacée comme nous l'avons fait au moment du traité de Maastricht, ensuite au moment du traité d'Amsterdam et dans toutes les campagnes, nous aurons tout le monde contre nous. C'est parce que nous sommes les défenseurs de la nation en tant que telle.
Quand Jean-Marie Le Pen est présent, cite la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur Radio Monte-Carlo, qui dit pour les prochaines élections, le FN adoptera la formule de la discipline nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la discipline républicaine, on sait bien ce que ça veut dire, c'est tous les partis, comme ils disent, de l'arc républicain qui s'entendent pour battre les partis de la droite nationale. Alors est-ce que ça veut dire que la discipline nationale, c'est tous les partis de la droite nationale qui vont s'entendre pour battre les partis de l'arc républicain ou prétendu tel? Nous avons toujours dit que nous présenterions des candidats partout. Au cantonal, il y aura des candidats du Front National dans tous les cantons. Au municipal, ça sera certainement plus difficile et on verra les villes dans lesquelles il est possible ou utile de présenter des listes. Et il est évident qu'à partir de là, il y aura peut-être des relations entre tel ou tel candidat qui envisageront ce qu'il est possible de faire par la suite pour le bien des Français. Pour dire les choses clairement, j'ai posé la question à Jean-Yves Le Gallou la semaine dernière. Je vous la pose à vous ce soir. On m'a dit que, à l'occasion des partiels qui se déroulaient en ce moment, la semaine dernière et puis le dimanche prochain, il y avait eu des contacts, il y avait eu des propositions qui avaient été faites de laisser la place pour le FN au MNR dans certains endroits. En contrepartie, le MNR ne se présenterait pas contre le FN dans certains autres endroits. Et on me dit que le Front National a refusé catégoriquement toute entente de ce genre. C'était pas du tout la discipline nationale. Nous, on voulait présenter nos candidats partout pour aller au combat sous nos couleurs et pour faire valoir notre programme parce que nous l'estimons le meilleur pour la France et les Français. Donc voilà, on a présenté nos candidats partout. Il n'y a pas eu par la suite de possibilité puisque, quoi qu'il en soit, nous ne sommes ni les uns ni les autres présents au deuxième tour. Bien sûr. Ceci étant, Karl Lelang a bien indiqué que pour le moment, il n'y avait pas d'accord ni possible ni souhaitable. Alors comment expliquez-vous la déclaration de Jean-Marie Le Pen sur la discipline nationale Il s'agit des prochaines élections et on n'a pas pour le moment indiqué entre quel mouvement politique ce serait et sur quel programme et sur quelle relation qui serait souhaitable entre les uns et les autres. Je n'ai pas pour le moment, dans ma campagne à Paris, de relation avec le MNR. Et je ne souhaite pas en avoir. Oui, ça c'est assez clair. Je crois que vous l'avez pas dissimulé, mais c'est justement ce qui fait le caractère un peu inattendu, enfin en tout cas intriguant, de la déclaration de Jean-Marie Le Pen, c'est cet appel à la discipline nationale, parce que, comme je vous le dis, quand on parle de discipline républicaine, on sait exactement ce que ça veut dire. Et alors, si on parle de discipline nationale à côté, ça ne peut vouloir dire, encore une fois, pour être clair, que deux choses. Ou nous nous entendrons avec les nationalistes du mouvement national républicain, ou nous nous entendrons avec les nationalistes du mouvement pour la France, puisque d'une certaine manière, ça peut être des nationalistes aussi. On se déterminera à ce moment-là. Je suppose que ce n'est pas encore l'heure. Les élections sont en préparation, mais elles ne sont pas engagées, et le paysage politique peut changer. Donc à ce moment-là, il y aura sûrement des décisions précises qui seront prises. Et donc pour revenir au 20e arrondissement de Paris, vous nous disiez tout à l'heure quel avait été votre score lors de la précédente consultation où vous étiez présente, les précédentes législatives. Oui, c'était législative 97. Est-ce que c'est pour vous une barre qui est significative ou est-ce que vous considérez que ça ne doit pas être pris en compte dans l'analyse du scrutin après? Il y a 23 candidats, c'est peut-être un peu difficile. Moi, je refuse totalement de parler chiffres. Je ne peux pas faire une campagne électorale comme je ne peux pas faire de politique en parlant chiffres. Moi, j'ai un objectif dans une campagne électorale, quand je la démarre, c'est de mobiliser le maximum de militants, c'est de rencontrer le maximum de Français, c'est de distribuer des documents partout, c'est de répondre à toutes les questions qui sont posées, c'est de me donner totalement et à fond dans ma campagne. À partir de là, on fera le score qu'on fera. Alors, j'aurais tout fait pour ça. En dehors de l'accueil que vous avez rencontré, vous nous en parliez tout à l'heure de la part de la racaille, quel accueil recevez-vous de la part des citoyens de la base? Parce que je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que maintenant, les gens ont peur. Les citoyens ont peur. Oui. C'est-à-dire qu'ils se disent, au fond, c'est vrai que on est d'accord. On est d'accord avec les gens qui nous disent que c'est plus possible, qu'il y a trop d'occupations, trop d'insécurité, mais si on les fait passer, ça va être encore pire parce qu'on va vivre dans une situation de vraie guerre civile. Donc il y a à l'heure actuelle en France une mentalité que j'appelle, je sais que ça choque certains de mes amis parce que ils m'en ont fait la confidence, mais je voudrais qu'ils comprennent dans quel sens je le dis. Une mentalité de collabo.
c'est-à-dire des gens qui disent, comme de toute façon on n'y échappera pas, autant collaborer avec l'occupant. Est-ce que vous sentez ça? Mais je sens surtout une angoisse totale, terrible, une inquiétude, et c'est vrai que je sens un peu, moi j'appellerais ça plutôt un manque de combativité, c'est-à-dire de gens qui se disent la situation est telle, on laisse aller, voilà, parce qu'on ne peut plus rien. Moi, je suis une combattante, et une combative aussi, peut-être. Et alors, j'essaie de dire aux gens qu'il y a toujours des possibilités. On dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je crois qu'à partir du moment où on se met dans cette situation-là, il faut accepter de tendre la main à ceux qui veulent bien se battre pour vous aussi, parce que nous, gens du Front National, tous ceux qui se présentent, qui sont candidats, nous nous battons aussi pour eux. Mais on ne peut pas se battre contre l'assentiment des gens. Il faut qu'à un moment, les gens comprennent qu'il faut aussi qu'ils nous apportent leur appui. Je comprends très bien que dans cette circonscription, un certain nombre de gens s'inquiètent, voyant tout ce qui se passe. Hier, il y a eu cette attaque assez violente de tout ce groupe de jeunes, et quand il a fallu tout de même que le groupe qui m'accompagnait se batte un peu pour dégager, si vous voulez, pour nous défendre, parce qu'il y avait des femmes avec moi, il y avait des gens jeunes, donc il fallait quand même qu'on les dégage et qu'on arrive à s'en sortir. Eh bien, c'est vrai qu'après, j'en ai parlé avec des gens, avec des commerçants autour qui m'ont dit, madame, c'est tous les jours comme ça, c'est tout le temps. Il faut savoir que dans le 20e arrondissement, on avait à un moment, auprès d'un certain nombre de cités, la place de la Réunion, le quartier Saint-Blaise et tous autres, dégagé des immeubles entiers pour y loger les policiers. Les policiers avec leurs familles, c'est-à-dire les femmes, les enfants. Les policiers n'ont pas voulu venir habiter là. Pourquoi? Ils sont pas fous, ils savent la vérité. Ils ont dit, nos familles, le lendemain, puisqu'on va arrêter ces petits voyous, puis on va les relâcher immédiatement, puisqu'ils n'ont pas d'ordre pour les garder, ni pour les sanctionner, on dit, nous ne voulons pas l'habiter là, parce que nous, nos familles, on n'est pas fous, on va les envoyer ailleurs. Donc, je comprends, à la fois, je comprends l'angoisse des gens que je rencontre, je comprends leurs inquiétudes, je comprends la désespérance de se dire, que peut-on faire? Quand on sait qu'à la mairie de Paris, un étranger clandestin, qui débarque de n'importe quel pays, du tiers-monde, prenez celui que vous voulez, a en poche ce que j'appellerais la checklist, c'est-à-dire la liste de toutes les prestations sociales, familiales, RMI, la couverture universelle maladie, qu'il peut obtenir immédiatement en se rendant dans n'importe quel service social, en disant voilà, je suis étranger, j'arrive, je suis quelquefois seule, mais quelquefois je suis avec 2 ou 3 femmes, j'ai les enfants et je peux obtenir tout ça, et la malheureuse personne âgée française qui gagne moins, qui a une retraite de moins de 2000 francs par mois, et les familles qui voudraient avoir plus d'enfants, mais qui n'ont ni le logement social qu'on leur refuse, ni la prestation qu'on leur donne, ni l'allocation de garde pour jeunes enfants qu'on donnait autrefois, ni le revenu parental d'éducation que nous réclamons depuis des années, ceux-là se disent après tout, on fait tout pour les étrangers clandestins et on ne fait rien pour nous. Alors on ne peut pas, quoi qu'il arrive. Je ferai le score que je ferai. On ne peut pas, aujourd'hui, laisser les Français dans cet état-là sans venir leur apporter notre soutien, sans être candidat et sans venir leur rendre espoir. Parce que l'espoir doit demeurer. Il est encore possible de faire quelque chose. Mais oui, vous voulez dire quelque chose, d'abord parce que je suis très admiratif devant le courage de Madame Le Hideux. Il ne faut pas oublier que vous êtes une femme et que vous affrontez des situations que beaucoup d'hommes n'osent pas affronter. Voilà un exemple de Paris. Il y a des hommes courageux, il y en a qui ne sont pas courageux. Et que je pense que ce que vous dites, ça montre que les Français ont vécu dans une sorte de monde virtuel. On leur a fait croire à la lutte de la droite et de la gauche et qui sont aujourd'hui rattrapés par la réalité. Et que le Front National a tout de suite eu le sens des réalités il y a plus de 20 ans et qu'il a analysé les problèmes tels qu'ils étaient. Alors je crois que les gens ne doivent pas se laisser abuser plus longtemps. Et ce que je voudrais, c'est les mettre en alarme devant des candidatures qui sont des candidatures de diversion, parce que vous avez 23 candidats contre vous. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Pasqua, et il y a une liste officielle Pasqua, mais il faut savoir qu'il y a 2 sous-marins de Pasqua, en plus, qui sont susceptibles de vous voler des voix. C'est la liste du CNI, la CNI qui est présidée par M. Bourgoin, alors qui défend soi-disant des valeurs familiales. C'est vrai. Mais enfin, il faut savoir que M. Bourgoin
est un riche industriel qui a toujours soutenu Fidel Castro. C'est son droit d'être un riche industriel. Oui, et de soutenir Fidel Castro en même temps. Mais alors, c'est une drôle de droite, n'est-ce pas? C'est comme M. Arajol, qui était un policier d'extrême gauche. Donc ce sont des gens qui se présentent, ce sont des attrape-nigauds. Je vous coupe un instant. Oui. Dans la mentalité de gauche, un homme de droite est forcément pour Fidel Castro, puisqu'un homme de droite, il est pour la dictature féroce. L'homme de droite, comme l'imagine l'homme de gauche, c'est un type qui fout en prison tout le monde, qui déteste tout le monde. Fidel Castro, c'est pas un dictateur, Castro. Il est extrêmement d'extrême. Pinochet est un dictateur, si j'ai bien entendu les médias, mais il me semble que Castro, lui, n'a jamais emprisonné personne, n'a jamais tué personne. C'est un brave homme. Pinochet, c'est autre chose. Bien sûr. Les francs-maçons vous expliqueront que c'est pas vraiment un dictateur, puis il est franc-maçon, donc. Oui, je sais. Donc c'est pas aussi grave que ça. Un jour de Pinochet, on en parlera. Oui, bien sûr. Moi, je crois que Pinochet, c'est autre chose encore. C'est une autre lutte, c'est l'Amérique du Sud. Ce qui est grave dans notre pays, et monsieur vient de le dire parfaitement, c'est que les gens ne se présentent pas à la fois sous leur vraie couleur, ne disent pas qui ils sont, et ne donnent pas leur vrai programme. Alors nous avons au moins le courage de le faire. Bon, on n'apprécie pas notre programme. Moi, je le défends parce que je sais qu'il est excellent. On va le défendre le 28. On appellera tous les gens à venir voter. Nous faisons le 27 dans l'après-midi une réunion au Conseil régional d'Île-de-France pour appeler nos militants, nos sympathisants, nos amis à venir nous soutenir. Mais au moins, tout le monde sait qui nous sommes et ce que nous voulons. Et puis quand même, il faut rappeler aussi pour le Front National, que nous avons dénoncé un certain nombre de choses, de méfaits, d'événements. La vache folle, c'était le Front National. Le combat où nous avons indiqué l'état de dénatalité de notre pays au travers des années. La lutte que nous avons menée tout de même pour défendre la vie de l'enfant à naître, de la conception à la mort, la protection de la vie, la dénatalité que nous avons indiquée, la politique familiale, et puis tout un tas de problèmes qui ont toujours rattrapé les Français. On nous parle aujourd'hui de la maladie du sida, c'est tout de même aussi le Front National qui avait indiqué à l'époque ce qu'il fallait faire, et on nous a montré du doigt en disant tout ça est abominable. Il n'y a pas d'abomination, je crois, à dire ce qui se passe dans notre pays à partir du moment où on propose aussi des solutions. Mais je crois qu'un des problèmes, effectivement, un des problèmes de la France à l'heure actuelle, c'est cette espèce d'assédie, cette espèce d'abattement de la volonté, de disparition de la volonté. Puis surtout, c'est cette espèce d'affadissement du verbe. C'est-à-dire que, là, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit 2-3 choses. Bon, une auditrice téléphone en disant « Serge de Becquet, vous allez nous priver de notre chère radio en continuant à être aussi grossier et hystérique. Ne pouvez-vous pas dire les mêmes choses d'une façon un tout petit peu plus correcte ?» Vous dites la vérité, c'est peut-être pour ça que ça les gêne. Écoutez, il y a 54 radios sur la bande FM. Si vous écoutez, mais bougez un peu le bouton de votre radio, allez un peu sur la droite, écoutez les émissions de Skyrock, écoutez les émissions de certaines radios pour les jeunes. Là, vous allez voir ce que c'est que la grossièreté. Moi, ma grossièreté, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire salaud, ordure et merde. Ce qu'un gosse de 4 ans utilise maintenant d'une façon courante, et quand il se contente de dire ça, on considère qu'il est très bien élevé. Respecter le politiquement correct. Voilà. Mais simplement, il faut plus dire les choses. Il faudrait être toujours d'accord avec tout le monde et toujours dire tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous êtes de gauche, mais vous avez bien de la chance d'être de gauche. Et qu'est-ce que j'aimerais être de gauche, et qu'est-ce que je suis fâché d'être de droite. Ça, ben non, moi je suis très fier. Voilà. Les gens n'osent plus. Il faut dire les choses clairement. Quand les gens nous emmerdent, il faut dire vous nous emmerdez. Quand on dit qu'on subit une invasion, on parle d'immigration, on dit que c'est une invasion. Quand on dit que la télévision diffuse des programmes insupportables, que c'est mauvais pour nos enfants, que les livres scolaires sont mauvais et qui détruisent toute l'histoire de notre pays, on n'a plus le droit de dire tout ça. Et puis le système est fait de telle façon que chaque fois que vous vous taisez ou chaque fois que vous supprimez un peu de votre liberté, l'ennemi, l'adversaire avance de 2 pas et vous serez obligé d'en retirer encore. C'est ça le truc. Il faut garder le camp au rempart. Si vous reculez des remparts, chaque fois que vous vous privez d'un mot, d'une expression libre, bien sûr. Et hier, quand j'ai été reçue par un policier qui m'avait l'air quand même de ne pas être totalement de nos ennemis, et il m'a dit, par qui avez-vous été attaqué, madame ? J'ai dit, par une bande de voyous maghrébins et noirs. Et il m'a dit, c'est agréable qu'on me dise des choses comme ça. J'ai dit, oui, mais comment voulez-vous que je vous le dise ? Vous l'aurez voulu que je vous dise, entre guillemets, par des jeunes ? Ben non. Non. Ils avaient peut-être 25 ans, mais c'était des voyous. Voilà.
Alors, la parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs. Tenez, je vous en donne la moitié, comme ça sera bien. Alors, pouvez-vous préciser si tout le 20e est concerné par l'élection législative? Oui, tout le 20e. Monsieur Le Pen tiendra-t-il une réunion dans le 20e? Non, il ne viendra pas dans le 20e pour une réunion. Combien de comptes rendus de son mandat Mme Le Hideux a-t-elle fait aux membres du FN 20e? Que Mme Le Hideux nous réponde avec franchise. Mais je fais des comptes rendus permanents parce que dans toutes les réunions, je parle de ce que je fais et j'essaie de faire connaître mon action. Sur France 3, certains candidats du 20e arrondissement ont été présentés, sauf vous. Dans l'émission de Thierry Ardisson samedi, sur France 3 était invité Arajol. Oui, mais allez savoir pourquoi on ne parle pas de moi. Oui, on se pose la question quand même. Entendu sur Radio Courtoisie, Monsieur Millon, chez Claude Reichmann, hier mardi, a décrété que le Front National n'était pas un parti de droite, puisqu'il refusait de se dire publiquement de droite. Ah bah, alors Millon devrait enlever ses boules caisses, parce que ça fait un moment qu'on le dit. Soutien à Massine Le Hideux suite aux propos de Monsieur Millon. Oui. Pour Madame Le Hideux, c'est Madame Peulvast qui aurait dû être condamnée pour organisation de manifestations et fausse accusation contre Monsieur Le Pen. Merci, c'est tout à fait vrai. On peut dire juste un mot sur ce procès, puisqu'il y a eu une condamnation, il faut le dire. Il y a une condamnation aujourd'hui. Et on a la décision, mais alors, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas la motivation. C'est-à-dire qu'on condamne, et on va trouver dans les temps qui viennent, n'est-ce pas, des arguments pour justifier de la condamnation. Si vous voulez, on a... Ce qui est assez extraordinaire la Cour de cassation, sur un plan juridique. Oui, c'est assez curieux. La Cour de cassation s'est prononcée. Elle a repris ce qui avait été dit par la Cour d'appel, c'est-à-dire une condamnation à 3 mois de prison avec sursis et à rendre Jean-Marie Le Pen inéligible pour 1 an, c'est-à-dire ça part donc d'hier. Alors je crois qu'il y avait... Quand on était rendu inéligible, mais je ne suis pas juriste, mais enfin, monsieur, vous pourrez peut-être m'aider, il y avait une disposition de la loi de 1977 qui disait que quand on était inéligible, ça sortissait de la déchéance de vos mandats, mais je crois qu'elle a été modifiée par la loi de 1994 qui dit qu'il n'y a plus d'échéance automatique de vos mandats, et Jean-Marie Le Pen a 2 mandats, le mandat européen et le mandat de conseiller régional. Mais je crois qu'il y a 2 dispositions différentes, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir la possibilité de conserver, de par la loi française, le mandat d'élu régional, et qu'il y aurait peut-être une autre disposition qui serait celle concernant le mandat européen, mais vous savez que maintenant, beaucoup de lois européennes supplantent les lois françaises, c'est dire. Non, la seule chose que je puis dire d'ahurissant, c'est qu'il n'y ait pas de motivation à une décision. C'est-à-dire qu'on prend une décision sans motivation. Oui. C'est invraisemblable. La seule chose, finalement, qu'on reproche, c'est d'avoir invectivé. Bon, Madame Peulvast-Berjal, qui s'est targuée d'être là en campagne, plus ou moins en campagne, alors que dans la ville de Mantes-la-Jolie, où s'était rendu Jean-Marie Le Pen, Madame Peulvast-Berjal n'était pas maire de Mantes-la-Jolie, elle était venue avec une écharpe tricolore, elle a dit être venue faire son marché. Mais moi, généralement, je ne mets pas une écharpe tricolore pour faire mon marché. C'est parce que vous n'avez pas peur d'attraper un rhume. Si, mais je mets une écharpe de laine et une écharpe de couleur. Attendez, il y a quand même un truc que je voudrais dire, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est assis à votre place et qui a accusé Victoria de trier les messages. Alors moi, à l'époque, je m'étais porté en faux. Qui a osé? Je sais pas, enfin, un invité. Et je m'étais porté en faux contre ça. Et alors là, j'ai la preuve du contraire, parce que vous avez entendu tout à l'heure, elle a dit, je vous en donne un paquet de messages pour Martine. C'est vrai, vous avez dit ça? Oui, mais j'ai regardé. Mais vous avez tout trié. Non, je ne sais pas trier. Mais comment? J'ai trié. Oui, j'ai trié dans ce sens que j'ai donné. Moi, j'ai gardé ceux. Alors, elle m'a donné tous les bâtons de poulailler. Voilà, moi, j'ai mis ceux qu'on peut poser parce que c'est des questions uniquement sur la campagne électorale. Les autres, c'est mon ami Le Bec qui a fait ça, un bâton. Alors, Monsieur Arajol, était-il ce syndicaliste du CGP qui fit SGP, je sais plus, qui fit énormément de bruit avec son article intitulé Repentaille, que je ne peux pas vous citer bien que j'ai le texte sous les yeux. À propos du congrès des francs-maçons sur l'islam, je leur propose d'ouvrir un temple à Kaboul. Peut-être que les talibans auront du mal à supporter leur idéologie matérialiste et darwinienne. Alors, les membres du Front National devraient, pour exprimer leurs idées, parler de façon plus suave, car ils font peur aux gens. C'est bête, mais c'est comme ça. Écoutez, je ne sais pas si cette personne me connaît, mais j'ai certainement beaucoup de défauts, aussi beaucoup de qualités, j'espère en tout cas. J'ai jamais fait peur à quelqu'un. Si la gauche plurielle est au pouvoir, c'est qu'elle lave son linge sale en famille et qu'elle ne se détruit pas dans les médias.
Il faut tous nous associer malgré nos divergences. Nous avons ce soir une superbe illustration de ce qu'est la langue de bois. En tant qu'habitant du 20e, vous ne m'avez pas convaincu. Et alors j'ai un auditeur qui ronchonne parce que je n'ai pas lu son message. Le ton n'était pas venu. Le voilà, monsieur. Si, mais il me le renvoie une deuxième fois parce que c'était à 8h15, à 6h15 qu'il l'avait envoyé. Il fallait que je le fasse tout de suite. Alors donc, le problème de notre société tient dans les faits suivants. Les journalistes se prennent pour des juges. Les juges se prennent pour des hommes politiques et les hommes politiques se prennent pour des acteurs. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand des terroristes posent des bombes, quand les assassins tuent des préfets, l'IRG ne font de la grammaire. Voilà. Bien sincèrement, un auditeur. Très joli. Voilà. Un auditeur qui a le sens de l'humour. Pourquoi vous ne l'avez pas passé? Pas tout à l'heure, parce qu'à 6h15, vous parliez d'autre chose, donc je n'avais pas passé ça. Bon, ça va, alors vous êtes excusé. Puis je l'ai pas ce qu'on vous m'autorisez, cher Serge. Et ce n'est pas toujours. Falso. C'est tout? Oui, camarade, oui. Bon. Martine Louis II, vous avez un autre message à faire? Parce que je vais vous dire très clairement que les messages que m'a transmis, les bâtons de poulailler que m'a transmis Victoria, c'est des questions sur, vous savez, on n'en parle pas, ils en ont parlé. Oui, je connais. Donc ce soir, je ne veux pas parler de ça, j'en ai pas parlé à Jean-Yves Le Gallou la semaine dernière, je n'en parlerai pas ce soir, point à la ligne, parce que en ce moment, on est en période de hautes eaux. Je crois qu'en tout cas, les problèmes qui touchent la France et les Français, que ce soit dans le 20e, que ce soit dans les villes, les campagnes, etc., sont tellement graves. Il y a tellement de choses, une invasion migratoire, une généralisation, dénaturalisation, l'accueil de ceux qui sont les sans-papiers, la mise en place contre la famille de lois de plus en plus importantes et qui la détruisent encore plus s'il en était besoin, si c'était possible, le Pax qui vient d'être voté par l'Assemblée, tous ces événements gravissimes. La fiscalité qui tue les petites et moyennes entreprises, l'arrivée de produits étrangers, tout cela est si important qu'il m'apparaît surtout utile que les Français se mobilisent et que nous allions essayer de les y aider. Alors c'est ça l'essentiel, et puis de se diriger vers toutes les campagnes électorales et militer. Je crois que les gens maintenant doivent prendre leur destin en main. Celui qui ne prendra pas son destin en main aujourd'hui peut imaginer que la France, dans quelque temps, se retrouve en état de guerre civile et dans l'impossibilité peut-être alors de faire quelque chose. Donc il n'est que temps de combattre. Et le combat, croyez-le, je le mène et je vais continuer à le mener. Merci Martine Louis II, et à bientôt. Voilà. Il y avait d'autres messages, non? Un tout dernier, général. J'étais assesseur pour le front à la mairie du 7e, aux élections de mars. Alors, il y avait une coalition entre les autres assesseurs contre moi. Oui, mais ça, à chaque fois qu'on est... Oui, mais on a dû leur dire bonjour et leur apporter un plateau repas. Alors, on a fait ce qu'on a pu pour les réconforter. Je parle de nos assesseurs. Ah oui, on ne parle pas des autres. Pas nourrir les communistes. Ah non, pas question.